Alors c'est la dernière table ronde de cette rencontre, 8e rencontre de la FIRA, déployer les innovations sociales développées par les acteurs de terrain. Pourquoi on a choisi ce sujet ce soir? Parce qu'il y a eu un constat qu'il y a énormément de choses, d'innovations sociales qui se font un peu partout en France et ailleurs évidemment, mais qui sont peu déployées, peu transférées. On va revenir beaucoup sur ce terme ce soir. Et c'est pour ça qu'en 2020, suite à ce constat, la FIRA a décidé de mettre en place un programme de transfert des innovations pour pouvoir transférer ces innovations et, in fine, améliorer la vie des personnes handicapées. Ça reste l'objectif de base de la FIRA, de produire des changements concrets dans la société pour un meilleur accès aux droits, une meilleure inclusion, une meilleure participation sociale. Ça, c'est toujours le fil conducteur des recherches qu'on vous présente ici. Et donc, ce programme de recherche, pour nous en parler, nous avons Éléonore Ségard, qui est donc responsable du programme de transfert des innovations de la FIRA. Elle étudie ces mécanismes sur le terrain. Et Arnaud Escroignard, directeur des dispositifs d'accompagnement médico-éducatif, directeur des DAM, de Font-Bouillant et du Bois du Seigneur. J'ai cru qu'après on allait voir Poudlard, mais non. C'est en Eure-et-Loire, un département engagé pour ce dispositif d'école pour tous, d'école inclusive. Et évidemment, on va faire le lien entre nos deux invités qui vont échanger avec cette expérience de terrain, pour le coup, très concrète. Alors, on va commencer avec Éléonore, de me rasseoir. Peut-être, avant même de parler de ce programme de transfert des innovations, un mot sur ce qu'est justement le transfert des innovations. C'est un processus qui est peut-être pas clair pour tout le monde dans la salle. C'est quelque chose qui est étudié assez récemment dans le champ du handicap, beaucoup par la FIRA évidemment, qui dans le domaine de la santé, vous nous en direz un mot, est un peu plus ancien. Mais voilà, le transfert des innovations, pour partir sur des bases que tout le monde puisse comprendre, de quoi s'agit-il ? Oui, alors bonsoir tout le monde. Déjà, je pense que vous l'avez un petit peu rappelé, un peu donné, hein, le contexte, l'idée. On est dans un domaine où il y a nécessité de transformation. Charles, vous l'avez rappelé, il y a 3 anniversaires là, de loi qui nous invitent à aller vers des transformations à mener qui sont assez claires, hein, favoriser la participation sociale des personnes. On se dote de principes. Donc, on sait où on veut aller. La vision est claire. La question qui reste un peu difficile aujourd'hui, c'est comment on y va ? Comment on passe de ces principes aux actes ? Et c'est ça qui nous interroge beaucoup, je pense nous tous réunis ici, mais qui nous a interrogés à la FIRA également. Vous savez que vous avez vu, on travaille beaucoup sur ces questions de recherche, comment ça peut venir apporter des réponses, mais on fait aussi le constat, et on l'a entendu sur les 2 tables rondes précédentes, et notamment la première table ronde qu'on a entendue, les solutions, elles existent sur le terrain. Les acteurs de terrain, les personnes en situation de handicap, leurs familles, les professionnels, les différents acteurs du territoire, même du droit commun, construisent ensemble des solutions pour répondre aux problématiques, aux besoins des personnes en situation de handicap. Donc, il y a des choses sur le terrain qui exemplifient en fait ce qu'on doit faire et ces principes qu'on essaye, dont on fait des efforts pour les mettre en place. Et par contre, ce qu'on observe, c'est qu'en général, ces innovations, ces solutions, de par leur histoire, restent locales, ne se déploient pas. On l'a aussi entendu sur la première table ronde, j'ai noté cette phrase, on pourrait s'attendre à ce qu'elles s'étendent, ces bonnes pratiques. Et donc, il y a vraiment cette logique de ces innovations, ce qu'on appelle des innovations, des pratiques terrain, qui restent localement avec l'idée qu'il faut savoir les déployer, les étendre pour qu'elles bénéficient à plus de monde, pour que l'impact soit plus important, pour qu'on maximise leur impact. Avec cette idée, ce mot que je trouve qu'il faut associer à transfert, l'idée c'est d'accélérer la transformation. Parce que si on se base sur l'existant, donc des choses qui existent, on sait que ça marche, on sait que c'est adapté localement à un terrain, et on ne va pas reperdre du temps à reconstruire, à réinventer. On va utiliser ce qui existe. Donc voilà, il y a vraiment cette notion. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord, il y a une urgence à apporter, à continuer les transformations de la société. Et on est convaincu que le transfert est un des leviers
qui est clé aujourd'hui pour ces raisons de rapidité, et que par contre, il y a un certain nombre d'enjeux liés à ça. Et alors, je le rappelais justement, dans le champ du handicap, c'est assez nouveau, mais on le sait parce qu'il y a eu aussi des domaines, et notamment la santé des populations, où ça, ce sont des travaux qui sont menés déjà depuis une vingtaine d'années. Donc, dans le champ de la santé, ils appellent ça des interventions complexes. Mais c'est pour dire, voilà, si vous voulez avoir un médicament pour une population, puis il marchera peut-être aussi à Paris et à Nice, normalement, ça ne pose pas de problème. Pour toutes les interventions complexes qui incluent de l'humain, qui incluent du soin, qui incluent des choses beaucoup plus compliquées, ce qui est le cas du handicap, et ben là, on a besoin d'un processus très différent. Et vous vous êtes beaucoup inspiré, et vous inspirez toujours, et on va en venir au programme de recherche, au travail qui est fait, notamment par une équipe de recherche à Bordeaux. Mais peut-être je vous laisse la présenter. Alors, juste avant de présenter, effectivement, on a fait un constat quand on a exploré un petit peu ce champ du transfert. On a fait plusieurs constats. C'est que, premièrement, ce n'est pas un phénomène passif. Ce n'est pas parce qu'on va décrire quelque chose qui fonctionne sur un territoire que, naturellement, il va se diffuser à un autre territoire. Donc, il y a vraiment une action active à avoir. Le deuxième constat, c'est qu'un copier-coller ne marchera pas. C'est que tout dépend du contexte. C'est vraiment enveloppé dans un contexte. Donc, il faut aller étudier le contexte. Et troisièmement, on a vu que dans le champ du handicap, il y avait bien sûr, et je crois que dans la salle, il y a des personnes qui ont expérimenté déjà du déploiement, comme ça, d'innovation, du transfert, mais c'est très rare et c'est peu étudié. C'est pour ça qu'on a effectivement été voir dans le champ de la santé publique, santé des populations, et qu'on a repéré, on travaille maintenant avec l'équipe de Linda Cambon, c'est peut-être l'occasion. Oui, de la saluer. On aurait dû avoir une troisième intervenante ce soir, Linda Cambon, qui est chercheuse, qui fait de la méta-recherche sur la recherche justement en santé des populations. Bon, c'est un petit peu technique, mais voilà, pour le dire juste comme ça, en tout cas, il travaille sur ces transferts quand il y a des interventions qui marchent. Comment on fait pour qu'elles se reproduisent ailleurs ? Et elle étudie, elle et son équipe, quelles vont être les conditions qui vont rendre possible ce transfert dans le domaine de la santé. Et donc Linda Cambon est absolument désolée, elle n'a pas pu être là ce soir, mais c'est pas grave, on a Éléonore et Éléonore qui travaille du coup aux côtés de Linda peut nous dire un mot sur cette recherche. Donc voilà, effectivement, c'est une équipe qui travaille sur la santé des populations, mais avec deux objectifs, c'est essayer de travailler, de mettre en place, de développer des méthodes qui permettent d'aller étudier ces objets qu'ils appellent des interventions complexes, et que ça s'apparente tout à fait à ce qui se passe dans l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. Donc d'aller identifier des méthodes pertinentes qui vont tenir compte du contexte. C'était vraiment là où on s'est retrouvés dans l'intérêt d'aller voir ce type de méthode. Et avec une deuxième caractéristique qui était complètement notre intérêt aussi, vous l'avez compris, on a une volonté très très opérationnelle, et c'est une fois donc avec l'objectif d'aller comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment cette innovation, cette intervention complexe, aller en profondeur, repérer un certain nombre de choses, j'y reviendrai peut-être, et ensuite être capable de transformer ces résultats en recommandations utile pour les acteurs de terrain et circonstanciés, avec tous les éléments de contexte nécessaires pour les retransférer dans un nouveau contexte, parce que c'est bien ça la problématique d'un acteur de terrain, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, d'avoir tous les éléments pour que ça fonctionne dans son propre contexte. Donc voilà pourquoi on est allé voir cette équipe qui travaille sur un ensemble de méthodes. Et du coup, en deux mots, pour présenter ce programme de recherche de la FIRA, il y a ce premier volet de ce programme qui est justement la recherche, la méta-recherche avec cette équipe à Bordeaux. Et puis peut-être tu peux nous présenter les deux autres volets et on en viendra à Arnaud. Donc ce volet recherche est très important parce que c'est ce qui nous permet de développer une méthode avec la rigueur scientifique auquel on croit, à la FIRA bien sûr. C'est dans le cadre d'un projet de recherche, je tiens à le mentionner, quand même financé par l'IRESP et la CNSA, c'est important. Et avec deux autres volets de notre programme et qui sont extrêmement importants. Un volet qui est, je vous le disais, on a le souhait d'être très opérationnel, donc c'est d'utiliser ces méthodes, cette démarche, ces outils qu'on développe dans le cadre de la recherche
pour accompagner, soutenir les acteurs de terrain à faire effectivement du transfert sur un objet donné, une innovation, une initiative donnée. Et puis l'autre aspect de notre programme, à moyen terme, ce sera sur la formation. On pense que c'est quelque chose qui, là aussi, doit se déployer et que de nombreuses structures doivent être en mesure d'opérer ces transferts sur tout un ensemble de sujets. Et donc, c'est de proposer une formation pour transmettre cette démarche, ces outils et cette notion qu'on a de coordinateur de transfert. On est convaincu qu'il faut une démarche, des outils, etc., mais aussi des personnes dédiées. Ça n'est pas aux personnes terrain, mais ça vous nous en direz plus, à faire ce travail de transfert. C'est un métier à part entière qui demande des outils à part entière, des techniques à part entière, des compétences, et que les acteurs de terrain n'ont pas le temps. Vous avez déjà un métier, déjà des missions, et qu'il faut qu'on vienne faciliter ce processus. La transition est toute trouvée pour donner la parole à Arnaud, et peut-être justement d'abord nous raconter comment justement vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble, justement parce que oui, il y avait donc l'école pour tous, ce dispositif dont vous allez nous parler en Eure-et-Loire. Peut-être on peut partir de ça. Oui, c'est important effectivement de repartir de ça. Pour le situer brièvement, l'école pour tous en Eure-et-Loire, c'est d'abord 2 associations, l'EPEF 28, rejoint ensuite par la DPI 28, qui se disent que pour servir l'idée d'une école inclusive, c'est intéressant de réorganiser leur offre d'accompagnement. À partir de là, il y a des nouvelles organisations qui se mettent en place, un certain tâtonnement, des choses qui paraissent plutôt prometteuses, du coup, en termes d'impact sur la qualité des personnes, la qualité de parcours des personnes accompagnées. C'est publicisé, entre guillemets, auprès de notre agence régionale de santé, de l'éducation nationale, du conseil départemental. Et puis, on se dit que c'est intéressant de déployer cette démarche-là à l'échelon du département. Et du coup, c'est ça qui a été original en Eure-et-Loire, c'est que l'ensemble des établissements ont eu à se transformer en dispositif. Et ça, pour nous, c'est une contingence forte, c'est un élément clé et assez original. Et à partir de là, on a tous reconfiguré notre offre de manière plus ou moins homogène pour essayer de se dire que le rôle des établissements que sont les DAM était notamment du coup de faire en sorte de garantir l'accès aux droits, notamment à la scolarité. Pour ça, de se réorganiser, de repenser à la fois nos postures professionnelles, nos modes d'accompagnement, et puis de fait nos présences aussi, moins dans nos locaux, beaucoup plus au sein des établissements scolaires. Et tout ça à partir d'un principe qui est fondateur, qui est celui de l'inscription de n'importe quel jeune dans son école de secteur et dans sa classe d'âge. Et de là, du coup, s'en est suivi 6-7 ans d'expérimentation. Ça a commencé en 2018, avec quand même des implications très fortes pour nous, à la fois en termes d'accompagnement, en termes de réorganisation professionnelle, de lien aussi avec les familles, de lien avec nos partenaires. Et finalement, pour en revenir à notre rencontre, et peut-être en miroir de ce que Madame Segard évoquait tout à l'heure, nous, on avait le besoin de savoir qu'on faisait peut-être bien. Et là où il y avait un besoin peut-être de valoriser des expériences, ou en tout cas un souhait de valoriser des expériences de terrain, nous, on avait besoin d'être peut-être rassurés, guidés, critiqués, positivement comme négativement, sur ce qu'on avait mis en place et sur le fait qu'on atteignait ce qu'on s'était un petit peu assigné, ou ce que les pouvoirs publics aussi nous assignent, c'est-à-dire favoriser l'autonomie et la participation sociale des personnes en situation de handicap. Ce qui est particulièrement intéressant dans votre cas, c'est qu'il y avait vraiment un désir d'évaluation avant même donc de savoir qu'il y avait le programme qui existait, mais un désir d'évaluation parce qu'effectivement on manque un peu de cette culture-là en France particulièrement. Et du coup vous vouliez vous dire voilà, ce qu'on fait, il y a une dynamique départementale qui est assez originale, qui est vraiment très intéressante, mais voilà, où est-ce qu'on va? Et c'est, vous le disiez à l'instant, c'est pas voilà, ça a démarré il y a déjà 6-7 ans, enfin ça se fait pas du jour au lendemain. Du coup vous aviez cette volonté et puis là votre désir d'être validé quelque part scientifiquement rencontre le programme de la FIRA. Comment s'est fait cette rencontre? J'imagine qu'il n'y a pas de site de rencontre pour les recherches. C'était pas Tinder. Il n'y a pas de site de rencontre. C'est à créer, il faut le dire. Il y a Muriel Mauguin qui est dans la salle, je sais pas où elle est, qui a joué un peu ce rôle, merci, d'entremetteuse pour mettre en relation. Et juste, je me permets de rebondir parce que je crois qu'il y avait vraiment cette volonté de votre part de voir un peu où vous en étiez et de validation et peut-être d'amélioration. Et ça, peut-être, je reviendrai 2 mots sur la méthode qui permet ça. Et je crois que vous étiez aussi sollicité beaucoup par d'autres structures dans d'autres départements qui vous disaient mais comment faites-vous? Et c'est là où vraiment on est sur notre sujet transfert. C'est exactement ça la question. Ça semble remarquable, ça semble prometteur. Comment faites-vous?
Voilà. Et effectivement, avec cette sollicitation et parfois le sentiment, de peut-être pas être exactement effectivement à la hauteur de ces attentes-là. C'est-à-dire quelle était notre légitimité à aller dire à d'autres acteurs de terrain comment est-ce que potentiellement il faut faire. C'était quand même une source d'interrogation pour nous. Modestie oblige aussi, parce qu'effectivement, il y a des contextes, il y a des histoires de territoire aussi, il y a des partis pris qui sont des partis pris et de fait critiquables. Nous, on avait des convictions. Et l'idée, c'était passer quand même de conviction à des choses quelque part scientifiquement validées. Et c'est en ça aussi où les méthodes d'évaluation choisies sont pertinentes et opportunes pour nous. Monsieur Gardou évoquait tout à l'heure l'idée de convergence, c'est que à travers la méthodologie, à travers les termes utilisés, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, mais notamment c'est quoi les ingrédients de l'école pour tous en Eure-et-Loir. Nous, professionnels, ça fait écho et on s'y retrouve. Et effectivement, ça peut permettre d'ajuster, de corriger ou aussi de valoriser. Ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être on pourra revenir aussi tout à l'heure. Peut-être continuons sur cette question. Du coup, comment ça s'est passé, ce travail, concrètement, avec un acteur de terrain qui développe une innovation ? Alors là, ça a été un cas vraiment extrêmement intéressant parce que vous le disiez, vous êtes parti de conviction. Je crois que, alors, il y a vraiment ce côté à l'échelle départementale, c'est vraiment intéressant. Vous vous êtes dit, voilà, nous, on est convaincus que chaque enfant doit être inscrit dans son école de quartier. Et donc, vous aviez comme ça un certain nombre de valeurs de départ. Et ensuite, avec le temps, vous le dites, depuis 2016, qui se sont mis en place sur le terrain. Donc, qui ont été façonnés, expérimentés. Et c'est tout ça qu'on est allé voir dans l'étude, avec ce postulat de cette méthode qu'on conteste, qui est l'évaluation réaliste, qui est... En général, quand on pense évaluation, on pense souvent, enfin en tout cas moi j'ai ça en tête, médicaments. En gros, c'est ça marche ou ça marche pas. C'est efficace ou c'est pas efficace, avec une réponse oui, non. On n'est absolument pas dans ce cas-là, on est dans un postulat, on est sur des interventions complexes, on est sur de l'humain, on est sur une question évaluative qui est très différente, qui est quelles sont les conditions à réunir pour que ça marche. Donc vous voyez, la réponse, la question fait que la réponse sera très différente parce qu'on pourra apporter des éléments opérationnels à la réponse. Voilà on parle d'ingrédients, effectivement, on peut penser à une recette de cuisine. L'idée de cette évaluation, c'est de mettre en avant toutes les fonctions clés qui doivent absolument être reproduites dans un nouveau contexte qui font que ça marche. C'est la moelle de l'innovation. C'est le fondement même. Mais par contre, ça prendra une forme différente dans tout nouveau contexte. Et toute l'ambition, c'est d'aller chercher les bons ingrédients, en tout cas de repérer l'ensemble des ingrédients et les combinaisons d'ingrédients à réunir pour retrouver ces fonctions clés qui auront une tête différente, mais qu'on retrouvera dans un nouveau contexte. Et c'est ça qu'on va chercher dans cette évaluation. Donc, quelque part, on cherche à garder la complexité du réel, du monde réel, tout en apportant un moyen d'agir, de manipuler, ou en tout cas de réfléchir pour l'action sur cet ensemble-là. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce contexte-là pour amener des leviers en fait, d'action possible. Voilà, alors c'est en cours, et on a des premiers retours, des premiers résultats. Et Nicolas, Arnaud, pourquoi je vous dis Nicolas ? Arnaud peut peut-être nous en dire un mot. Il y a des premiers retours qui sont très positifs, mais voilà, c'est pour l'instant on est. Pour ma part, le mot il sera rapide parce que le teasing c'est pour demain en fait. Demain en l'occurrence il y a une présentation des résultats intermédiaires. Pour resituer quand même cette démarche-là, c'est aussi important de dire que c'est 800-900 jeunes qui sont concernés à l'échelle d'un département. Je ne m'aventurerai pas sur le nombre de professionnels, mais peut-être 400-500 professionnels. Et puis par contre-coup finalement toute l'école aussi qui est concernée par cette dynamique-là, parce que ce qui se passe pour les personnes en situation de handicap, on voit bien que souvent ça bénéficie à beaucoup d'autres partages d'huile et ça c'est extrêmement intéressant. Et pour en revenir du coup à ce sujet de valorisation, peut-être déjà dire que quand on entend aussi nous au cours d'une visio que oui on voit que ça permet de développer peut-être davantage les compétences psychosociales des jeunes, le fait d'être davantage à l'école. Qu'on voit que pour les acteurs de l'école ça permet de changer le regard porté sur le handicap, que pour les parents ça permet de changer le regard porté sur leurs jeunes, de par leur statut d'élève et pas simplement résumé à une personne en situation du coup de handicap. Pour nous, c'est important aussi parce que il y a, comme
je pense que c'est quelque chose qui nous réunit certainement tous ici. On est engagés sur les champs tous sur lesquels on travaille. Et de savoir qu'on fait bien, c'est extrêmement important pour nous. Je pense sur la visio, on ne l'a pas évoqué après, mais je pense que je n'étais pas le seul à être quelque part un petit peu ému d'entendre que ce qu'on fait, on le fait bien. Parce que 6-7 ans de travail pour les équipes, pour nous aussi bien évidemment, c'est important. Et que ce soit un regard très légitime, parce que issus de la recherche qui viennent dire qu'on va dans la bonne direction, c'est quand même extrêmement intéressant aussi. D'autant plus que ce n'était pas évident d'avoir des chercheurs, des chercheuses qui viennent examiner le travail. Il y avait aussi tout un lien comme ça à travailler entre les acteurs de terrain ou les professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude, l'envie ou la culture justement d'être regardés comme ça de l'extérieur. Effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas culturel. Je ne sais pas si ça s'applique à tous les champs de l'action publique. En tout cas, en ce qui me concerne, pour le champ des politiques sociales, médico-sociales, on a quand même tendance à expérimenter des choses, à les généraliser avant que ce soit évalué. Et du coup, ce n'est pas culturel de se dire, de penser les conditions d'évaluation au moment où on lance un dispositif. C'est quand même relativement rare. C'est probablement une défaillance et c'est un petit peu embêtant. Et peut-être d'autant plus embêtant qu'un des défis de l'école pour tous, c'est le décloisonnement de toutes les personnes qui accompagnent l'école pour tous. C'est oui, le champ du spécialisé, mais bien évidemment l'école ordinaire, dans toute sa pluralité, les collectivités territoriales, l'ASE, le soin, etc., etc. Or, on est quand même dans des champs où on travaille beaucoup en silo, avec des difficultés de communication, des difficultés de co-construction. Et de fait, c'est encore un obstacle supplémentaire à se dire, il faut qu'on ait un regard évaluatif tiers qui nous dise est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Alors, peut-être parce que c'est pareil, le temps file. Éléonore, encore un mot là-dessus, sur ce transfert. Un peu les perspectives. Donc, on est à mi-chemin. Pour l'instant, il y a du travail qui se fait avec des expériences de terrain. Il y a de la méthodologie qui est en train d'être créée. C'est nous dire un peu plus où on en est et quelle est la perspective de ce programme. Sur le programme, oui. Ouais. Effectivement, là, on avance du coup grâce à cette recherche qui s'appelle TIAP sur les méthodes, les outils pour avancer dans ce transfert qu'on teste et on voit que ça semble assez prometteur. On pensait que c'était le frein principal, c'était de disposer d'outils, de méthodes. Et on vient de parler de culturel. On se rend compte qu'il y a peut-être aussi un aspect culturel au transfert. C'est pas dans nos pratiques. C'est pas dans notre façon de penser avant de démarrer quelque chose. Enfin, on repère les besoins, on identifie les besoins et on n'a peut-être pas tout à fait, puis on n'est peut-être pas aidé non plus. On n'a peut-être pas forcément l'idée de dire bon, alors qu'est-ce qui existe ailleurs et donc qu'est-ce que je vais pouvoir prendre en fait, toujours dans cette idée un peu de gagner du temps. Ça paraît des fois moins noble. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas du copier-coller. Nous à la FIRA, on dit transférer, c'est innover, parce que vous l'avez compris, il y a tout ce travail d'adaptation derrière qui est vraiment de l'innovation aussi et qui demande du temps. Et puis, il faut que tout ça, évidemment, se fasse dans un écosystème. Alors là, j'appuierai pas trop longtemps, mais il y a des problématiques de financement aussi. Aujourd'hui, là, j'appelle un peu aux institutions. Il n'y a pas de case pour transférer, pour financer le transfert. Et ça, c'est un vrai blocage aussi aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous avez eu, dans ce que vous avez dû prendre à l'accueil, notre petit plaidoyer sur le transfert. Voilà, pour essayer d'en parler, que ça vienne peut-être plus dans les pratiques et qu'on construise tout ça ensemble. Et il y a besoin de l'ensemble des acteurs pour aller dans cette voie qui, voilà, encore une fois, nous semble importante pour accélérer les choses et les transformations, ce qui nous tient vraiment tous à cœur. Et peut-être une petite hypothèse, je me risque. L'idée d'évaluer, c'est forcément de se dire à un moment donné qu'est-ce qu'on définit comme objectif d'action publique. Or, le sujet des définitions, on voit que finalement, il est quand même relativement peu creusé. C'est quoi l'école pour tous, concrètement, en pratique, du coup, à part des statistiques? Qu'est-ce que ça veut dire qualitativement? Des exemples comme ça, on pourra en avoir plusieurs. Et peut-être, parce qu'on voit que selon là où on se situe, on n'en a pas la même définition, on n'a peut-être pas la même manière de le concrétiser. Le secteur médico-social porte très fort l'idée de mise en accessibilité, qui est peut-être moins portée du coup par d'autres champs. Peut-être que définir, c'est sortir de l'ambiguïté. Et ça, c'est compliqué, j'imagine, parce que ça appelle à d'autres définitions, certainement, de qui et où.
Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, je pense que c'est un des résultats de l'étude, c'est cette notion de comment on porte le sens par tous les acteurs et un sens commun, une vision commune, donc une même question. Et ça se pose vraiment dans le cas de l'école pour tous, parce que finalement, est-ce que c'est, je le dis très vite, mais est-ce que l'idée c'est d'être tous très bons en maths et en français, ou est-ce que c'est de développer la capacité de vivre en société? Et ça ressort très très fort sur le territoire, de se poser cette question, et tout le monde n'est pas aligné, en phase. Et du coup, là, le travail, par exemple, demain, qui est de présenter les résultats aux acteurs de terrain pour qu'eux s'en emparent, mettent en discussion et préconisent des recommandations. C'est eux qui vont faire les recommandations. Et c'est ce type de recommandations qui peuvent être issues de ça. C'est de se dire, déjà, il faut peut-être se construire un espace de dialogue et d'échange, que vous avez commencé à le faire, parce que vous avez déjà fait un travail incroyable avec l'ARS, avec l'éducation nationale au niveau de l'académie, du service école inclusive, etc. Mais voilà, peut-être un temps d'échange où il faut poursuivre ce travail. Peut-être au niveau politique, il y a du lobbying à faire. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que ça donne une granularité très fine de détails qui vont produire des recommandations qu'on peut aller analyser à différents niveaux ensuite, puisqu'on sait bien que tout ça est écosystémique et il faut que tout s'imbrique pour que ça marche, tout s'aligne. Donc il ne faut pas cibler qu'un niveau, il faut tout cibler. Voilà. Alors normalement, vous avez retenu que c'est des procédés qui sont complexes, que tout seul, c'est un peu compliqué d'y arriver, que l'AFIRA développe une expertise sur ce sujet, et c'est extrêmement intéressant, si vous êtes un acteur de terrain ou si vous êtes un financeur, de vous rapprocher de l'AFIRA pour justement permettre à l'équipe de recherche de continuer ce travail sur le transfert des innovations. Et voilà, et Léonore le disait très bien, et Arnaud aussi, pour changer la vie des gens, accélérer la transformation de la société, comme on dit. Il est 7h05. Je ne voudrais pas qu'on termine trop en retard. Je vous propose, là encore, si quelqu'un a envie, alors on peut peut-être faire passer un micro. Bonjour, Stéphane Grosclos de Réseau National Musique et Handicap. Puisque vous avez parlé de culture, j'en profite pour vous poser la question. Dans vos recherches, quelle est la prise en compte de la dimension artistique et culturelle ? Alors, je pense l'accès, j'imagine, à la culture, à la pratique, même de choses culturelles, théâtrales, etc. Ça fait partie, nous, de notre catégorie, notre troisième catégorie d'innovation, qui est la possibilité de vivre dans la vie ordinaire, dans les services, dans la vie en société. Et donc, on s'intéresse alors aussi à ce type d'innovation qu'on pourrait bien sûr transférer et qu'on souhaiterait transférer. Ça fait complètement partie des objets sur lesquels on s'intéresse. Et par exemple, dans l'étude, je rebondis juste avec l'étude, mais peut-être vous le ferez mieux que moi, j'ai compris que votre projet, le projet que vous avez mis en place de l'école pour tous, vous parlez de l'école pour tous parce que l'école, c'est là où passent le plus de temps les enfants et les jeunes. Mais en fait, derrière, vous aviez bien ce projet de vie, point. Oui, exact. Ça inclut, du coup... Exactement, c'est que quand la démarche transformation IMEDAM a été lancée, moi je me souviens de cette phrase qui nous était dite que l'inclusion commence et s'apprend à l'école. Parce qu'effectivement, pour tout à chacun, c'est d'abord là-bas qu'on se construit, avec ses pairs. Accompagnant, étant dans le champ de l'enfance, forcément le sujet de la scolarité il est primordial pour nous, mais il n'est surtout pas unique. On accompagne aussi des jeunes vers l'emploi, donc dans le champ professionnel, sur le champ sportif, culturel. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on creuse. J'en profite pour faire un petit peu de pub, mais il s'avère que le 6 juin en Eure-et-Loire, on organise des rencontres départementales culture et handicap, justement pour du coup traiter de ce champ-là, parce qu'on voit aussi que c'est un vecteur d'inclusion au même titre que de nombreux autres. Et en tout cas, en tant que dispositif, on s'assigne à accompagner les personnes en situation de handicap dans tous les pans de leur projet de vie, qu'ils soient scolaires, professionnels, sociaux, parce que tous ne sont pas destinés à travailler, et bien évidemment culturels aussi ou sportifs. Donc, de la même manière, les recherches qui sont menées sur ces thèmes-là nous intéressent. Et si je ne me trompe pas, je crois que le 31 mars, il y a des journées nationales à Lyon, culture handicap, sur ce journée-là qui s'annonce très riche aussi.